Je vous propose, je vous propose de commencer ce 12-14, donc ce 12-14 de rentrée qui porte sur l'habitat indigne et non décent. Je vais juste vous partager les diapos. Donc normalement, vous devriez les avoir à l'écran. Tac. Et comme vous le voyez, donc on l'a intitulé ce 12-14, Lutter contre l'indignité dans l'habitat, un combat de chaque jour. Et en fait, on peut se dire que c'est un peu particulier d'avoir parlé d'indignité dans l'habitat. En fait, nous, ça nous permettait, par ce terme, de recouvrir toutes les notions et tous les concepts que vous allez découvrir pour ceux qui ne les connaissent pas et redécouvrir pour les autres au fil des interventions de nos différents invités. Donc le vocabulaire a aussi son importance parce que ça nous permettait d'insister sur la dimension de poids pour les personnes qui subissent cet habitat indigne ou cet habitat non décent dans leur vie quotidienne. On a produit une étude courant de cette année à l'OHL, donc qui s'appelait exactement comme ça, Lutter contre l'indignité dans l'habitat, un combat de chaque jour, que vous pouvez retrouver sur le site internet d'Un Toit pour tous si c'est quelque chose qui vous intéresse. On a aussi une lettre de l'Observatoire qui était sortie en mai de cette année sur le même sujet et qui reprend, en fait, qui synthétise les grands enjeux qu'on a voulu souligner dans l'étude qui est, elle, beaucoup plus complète et qui est aussi nourrie par des portraits de personnes en situation d'habitat indigne ou d'habitat non décent. Ce que je voulais rappeler un peu dans l'introduction, qui va être assez courte parce que, comme vous l'avez vu, on a quand même de nombreux interlocuteurs aujourd'hui à qui on va laisser le temps de présenter leur mission et leurs projets. Mais en tout cas, ce que je voulais rappeler, c'est que l'habitat indigne et non décent, c'est un phénomène qui est présent partout, qu'on trouve dans le parc privé de façon certaine et qu'on peut aussi trouver, notamment pour l'habitat non décent, dans le parc social, dans un volume qui est sans doute beaucoup moins important que dans le parc privé et avec aussi une intensité de non-décence qui est elle aussi moindre que ce qu'on voit dans le parc privé. Et c'est aussi un phénomène qui est présent partout dans le sens où il va toucher à la fois les locataires qui parfois peuvent être captifs de propriétaires indélicats, et propriétaires occupants, qui est là aussi une grande question et un grand enjeu, puisque souvent les propriétaires occupants sont largement démunis face à la situation qu'ils connaissent d'habitat indigne ou non décent, et puis souvent aussi un peu livrés à eux-mêmes dans le panel pourtant de dispositifs et de solutions qui existent et qui peuvent être des solutions pour eux. Ce que je voulais aussi rappeler, ce qui paraît évident, mais autant le rappeler maintenant, c'est que cette indignité dans l'habitat, donc que ce soit de l'habitat indigne ou de l'habitat non décent, ça va avoir des effets importants sur la vie des occupants. Importants parce que ça va être une source d'un mal-être un peu global avec des personnes qui vont pouvoir développer par exemple des problèmes de santé liés à leurs conditions, leurs mauvaises conditions d'habitat, qui vont développer du stress, qui vont développer de la fatigue, et tout ça va avoir des conséquences en chaîne sur l'ensemble de leur vie quotidienne, puisque ça peut, par exemple, se répercuter sur la sphère professionnelle avec des personnes qui vont arriver fatiguées au travail et du coup qui vont avoir des difficultés dans leur travail, impact direct de leur situation de logement. Ce que je voulais aussi rappeler, c'est qu'il y a des réponses qui existent et sur le territoire de l'Isère, on a la chance d'avoir un département qui est actif sur le sujet et qu'on entendra juste après. Mais c'est des réponses qui existent, qui sont parfois différentes justement en fonction du territoire pour lequel on s'exprime. Donc là, avis aux personnes qui nous écoutent et qui seraient hors du département de l'Isère, peut-être que ce que vous allez entendre aujourd'hui, en tout cas dans les dispositifs et les solutions qui sont mises en avant, peut-être que vous ne retrouverez pas exactement les équivalents sur votre territoire à vous. Mais ça peut quand même vous donner des grandes idées de ce qui se fait, en tout cas en Isère. Et puis, voilà, donc des réponses qui existent, mais qui peuvent parfois avoir des mises en œuvre qui sont un peu longues et complexes par rapport à l'urgence de la situation telle qu'elle est ressentie par les personnes. Mais en tout cas, c'était ces grands enjeux-là que je souhaitais remettre en avant dans cette courte introduction, comme je le disais, et qui vont se retrouver, je pense, au fur et à mesure des interventions des différents intervenants qui arrivent juste après et dont vous voyez à l'écran le déroulé. Donc en premier, on aura Stevie Ridinger du département de l'Isère et Hélène Aurel
de Solia Isère-Savoie qui reviendront un peu sur les définitions des notions. Qu'est-ce que c'est l'habitat indigne? Qu'est-ce que c'est l'habitat non décent? Donc, de quoi on parle quand on parle de l'un et quand on parle de l'autre? Et comment est-ce qu'on peut agir? Quelles sont les solutions donc, sur notre territoire isérois? Ensuite, on entendra Jérôme Grand, donc de Grenoble-Alpes Métropole, qui reviendra sur l'accompagnement des ménages, qui est souvent un accompagnement sur mesure dans les cas d'habitat indigne et non décent, et puis qui reviendra aussi sur l'importance des partenariats pour arriver à des solutions qui soient justement un peu dans la dentelle. Ensuite, on entendra Grégoire Vincent sur le fonds Travaux Suspendus, qui est un fonds solidaire et coopératif à l'échelle régionale, je crois, mais il reviendra dessus. Et enfin, Thomas Pédron-Trouvé, donc pour les compagnons bâtisseurs de l'Isère, là, plus sur la question de comment est-ce qu'on peut essayer de remobiliser des personnes qui sont en situation de petite non-décence, si on peut dire ça comme ça, et dans le parc social, autour de l'autoréhabilitation accompagnée. Donc, comment est-ce qu'on peut faire participer aussi les ménages à sortir de leur situation de non-décence dans le parc social. Et ensuite, on se gardera donc le temps pour des échanges et les questions si vous en avez. Donc, je ne serai pas plus longue et je laisse directement la parole à Stevie et Hélène, donc du département pour Stevie et de Solia Isère-Savoie pour Hélène. Bonjour à tous, donc Stevie Riedinger, je travaille au département de l'Isère, notamment sur un dispositif qui permet le repérage et le traitement des situations dites de mal logement sur le parc privé, même si on le verra, hein, les signalements peuvent aussi provenir du parc social, mais le traitement que l'on va vous présenter concerne principalement les situations du parc privé. Donc avant cela, on va reprendre un peu quelques notions hein, sur la question de l'habitat indigne. On vous présentera aussi l'outil de signalement histolage qui est déployé en Isère, peut-être dans d'autres départements aussi. Et puis comment on qualifie, on traite les situations, donc plutôt le travail opérationnel de Solia, qui est notre opérateur, pour faire ce travail-là. Voilà. Donc alors nous, au global, on parle de mal logement pour un peu regrouper tous les vocables. Tu peux passer sur l'autre diapo. Marie, c'est vrai que c'est des notions qui sont pas évidentes. Qu'est-ce qui relève de la non-décence, de l'insalubrité, les questions, vous avez peut-être entendu parler de péril, la précarité énergétique, etc. Donc ça peut vite être compliqué, à la fois pour les personnes qui subissent ces situations-là, comme ceux qui veulent les signaler, que ce soit des travailleurs sociaux, du département ou des CCAS, que ce soit pour un élu, un maire, etc. Ce qu'il faut retenir principalement, c'est que vous avez deux acteurs importants sur ces questions-là, c'est le maire et le préfet sur les questions dites sanitaires et d'indignité. On y reviendra, il y aura un petit schéma à la fin qui sera un peu plus explicatif. Et puis, il y a tout ce qui concerne aussi le rapport contractuel entre un locataire et son propriétaire, donc qui peut relever du champ de ce qu'on appelle la non-décence, on y reviendra. Mais c'est vrai que ça mis bout à bout, avec des procédures qui sont propres, avec procédures qui sont liées à différents codes, à différentes codifications, réglementations, et donc, de fait, une manière de traiter qui va être différente selon comment on qualifie. Donc, le fait de faire la visite, bien la faire la visite, va renvoyer un certain type de procédure et donc certains types d'acteurs. Voilà. D'où le fait, à la fois, si possible, de bien préqualifier la situation pour arriver à une visite, etc., qui permettent de mobiliser les outils coercitifs qui vont bien. Donc, sur les questions, on va dire tout ce qui n'est pas, qui ne relève pas de l'indignité, donc choses qui sont entre guillemets pas graves, mais qui sont réglementaires. Notamment, il y a la question de la non-décence et il y a la question de la police d'humeur. Voilà. On travaille de concert. Sur la non-décence, c'est tout ce qui relève des rapports contractuels privés entre un propriétaire et son locataire. Donc, le propriétaire doit à son locataire un logement dit décent, qui notamment s'appuie sur un décret qui s'appelle le décret d'essence, qui va lister finalement les éléments réglementaires pour que le logement soit considéré comme tel, comme décent. Un chauffage suffisant. Il faut des dispositifs de retenue, une barre d'un escalier, des dispositifs aussi de retenue au niveau des fenêtres, etc., qui soient conformes. Il ne faut pas d'infiltration d'air, il faut une installation sanitaire, notamment les toilettes qui soient séparées de la cuisine, il faut une ventilation suffisante, etc. Le décret est assez large, donc il a une marge d'interprétation qui peut parfois être compliquée aussi lors de la visite, d'où le fait effectivement qu'il faut passer par un opérateur qualifié pour avoir l'analyse et la finesse technique la plus importante. La force du décret sur lequel on s'appuie, c'est qu'il suffit d'une infraction pour que le logement soit considéré comme non décent. Donc ça, c'est assez fort.
pour nous, d'où le fait effectivement d'améliorer du mieux qu'on peut la force de signalement de ces situations-là. Voilà. Donc, une infraction, ça conduit à potentiellement, si le ménage a une allocation logement, à la conservation de l'allocation logement par la CAF, qui peut s'accompagner de la part du locataire par une action civile. Voilà. Conservation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la part d'allocation logement qui est prise, enfin, qui concerne votre loyer, est prélevée, enfin, gardée, conservée par la CAF, qui pourra le rendre au propriétaire si les travaux sont faits dans un délai de 18 mois. Voilà. À noter que cette action coercitive-là n'est possible que sur le champ du parc privé. Pour autant, on est bien d'accord, les logements sociaux sont aussi soumis au décret d'essence. Voilà. En parallèle de ça, vous avez la police du maire qui globalement, identifie à peu près les mêmes éléments. Alors le décret habitat, ce qu'on appelle, enfin la police du maire, elle est très large et elle concerne entre autres des questions d'habitat. On va retrouver les mêmes éléments, les questions d'absence de ventilation, d'infiltration, et cetera, d'installation électrique dangereuse, et cetera. Hem, le maire, il peut, faire des mises en demeure, voire dresser une contravention. Voilà. Ça, c'est une possibilité qui lui est donnée. Donc nous, dans le travail que l'on mène, l'idée c'est de mettre aussi le maire, à contribution ou en tout cas de l'informer à chaque étape, que ce soit en amont ou que ce soit aussi lorsque l'on a qualifié la situation, de manière à ce qu'il puisse avoir l'information qu'il a un logement non décent sur son territoire et qu'il puisse, faire, les mises en demeure qui vont bien, voire dresser une infraction s'il le souhaite, voilà. Il n'y a pas de tutelle entre collectivités, donc nous on n'est pas, garant du fait que le maire le fasse ou pas, voilà. Je précise quand même que là, on est, dans le cadre de mairies qui n'ont pas de service d'hygiène. En Isère, vous avez 5 communes qui ont un service d'hygiène, que ce soit Vienne, Bourgoin-Jallieu, pardon, Saint-Martin-d'Hères, Grenoble et Fontaine, qui, du coup, mettent en œuvre ce pouvoir de police directement avec des services qui leur sont dédiés. Voilà. Donc là, on est sur des éléments plutôt globaux, plutôt réglementaires sur le logement. La question, c'est qu'à un moment donné, si on n'identifie pas ces logements assez tôt, on peut aller vers un cumul de facteurs qui nous emmène, du coup, c'est la diapo d'après, sur des problématiques d'insalubrité. Donc l'insalubrité, ça concerne voilà, des éléments qui, à mesure du temps, se sont fortement dégradés, que ce soit des traces de moisissure très importantes, une installation électrique dangereuse avec un risque d'incendie notamment, des hauteurs sous plafond insuffisantes, des surfaces dégradées, et cetera, et cetera. L'idée, c'est que, donc Solia et Hélène vous l'expliquera certainement et l'Agence régionale de santé, travaillent ensemble et vont, au domicile du ménage et vont, grâce à une grille technique, apprécier, la dangerosité du logement et calcule un petit coefficient qui est pas réglementaire, mais qui permet de voir où on en est au regard de l'insalubrité du logement. Ça débouchant sur un arrêté préfectoral d'insalubrité qui va prescrire en fait des travaux, un relogement ou non, ou un relogement définitif ou un hébergement temporaire. Un délai est donné donc au propriétaire pour réagir et dans ce laps de temps-là, loyer n'est plus appelé, donc le ménage n'a plus à payer son loyer. De même que pour la non-décence, je le rappelle quand même, le ménage est prioritaire pour l'accès à un logement social. Dans les éléments d'indignité aussi, vous avez ce qu'on appelle le péril, qu'on appelle mise en sécurité maintenant, sur tout ce qui concerne les risques, sur l'ouvrage en tant que tel. On peut tout à fait avoir un logement, en péril, mais qui ne soit pas insalubre, voilà. Donc c'est un risque soit, au niveau, par exemple, de flux d'éléments de toiture en façade, d'enduits ou de tuiles, que ce soit sur le domaine privé ou le domaine public, ou que ce soit des éléments aussi à l'intérieur du logement. Un système, par exemple, un escalier qui se décèle et cetera. Ça, c'est quelque chose qui peut être identifié. Donc là, c'est le maire, je l'ai pas dit avant, la salubrité, c'est le préfet, hein. Là, c'est le maire qui va intervenir et de la même manière va mettre en place un arrêté dit de péril, enfin de mise en sécurité avec prescription de travaux, relogement ou hébergement temporaire. De la même manière, plus de loyer à appeler et cetera et donc c'est là où nous aussi, au niveau du département, on accompagne les maires, notamment des petites communes, puisque c'est une procédure qui est assez lourde et sur lequel ils en font trop peu, pour avoir une capacité technique à déployer rapidement. Donc il y a un gros enjeu de conseil aussi, des communes là-dessus et avec ce qui s'est passé notamment, à Marseille, ça a permis de faire bouger les choses et de faire que les maires aujourd'hui sont beaucoup plus à l'écoute, des situations qui peuvent être remontées sur ce champ-là. Voilà. Donc, tu peux même aller à la diapo d'après. Globalement, voilà, ce que je vous ai présenté très rapidement, très succinctement, c'est ce schéma-là où on voit bien la place du maire et du préfet, sur ces questions-là et on voit que la non-décence, elle est un petit peu à part, des questions d'indignité
Question d'indignité, on va retrouver aussi les problématiques de saturnisme que j'ai pas évoquées. Mais voilà, vous avez un panorama global de qui fait quoi et de comment se met en œuvre les différents types de police ou de réglementation sur les questions de l'habitat indigne et non décent. Voilà. Pour continuer juste sur la question de l'habitat non décent notamment, ah oui, juste avant, les obligations du locataire. Rappelez quand même que si le propriétaire a une obligation de décence du logement, et le locataire, lui, a une obligation d'entretien courant, qui est bien codifié dans le décret de 87, la loi de 89 notamment, du qui fait quoi entre le propriétaire et le locataire. Et c'est vrai que parfois, l'habitat non décent, c'est assez complexe à analyser. Alors nous, et surtout Solia, quand il fait des visites, il vient constater quelque chose à un instant T. On n'est pas là pour juger du qui a fait quoi. Mais c'est vrai que parfois, c'est la question de la poule et de l'œuf, entre est-ce que c'est une problématique qui est liée à l'occupation ou au logement en tant que tel. Voilà. Donc, c'est vrai que parfois, dans le lien aussi qu'on fait avec les travailleurs sociaux, on peut identifier ce type d'éléments-là, et du coup, on a d'autres petits accompagnements qui permettent de travailler aussi la question de l'occupation par le ménage. Voilà. Donc, on rappelle les fondamentaux. Sur la suite, donc rappeler un élément important, c'est que dans la question de la non-décence, depuis peu, et je pense que vous le savez, vous êtes tous quand même initiés sur ces questions-là, il y a la question de la précarité énergétique qui a été intégrée dans le décret d'essence, donc concerne à la fois le parc privé et le parc social, avec la question de l'amélioration des étiquettes énergétiques au fur et à mesure du temps. Donc là, arrive très prochainement, dès 2025, les classes G seront dites entre guillemets interdites à la location, enfin surtout seront non décents, et pourront faire l'objet d'une action coercitive de la CAF à partir seulement de l'information de l'étiquette énergétique du logement. Et puis après, on aura les étiquettes F en 2028, puis les étiquettes E en 2034. Voilà. Dans la suite de cette, donc c'est la loi climat résilience, hein, dans la suite de cette loi, tu peux aller sur la diapo d'après. Le DPE devient un élément très important de la mise en location, au même titre que le bail et l'état des lieux. Il est opposable, il était déjà obligatoire depuis 2007, mais beaucoup de propriétaires l'oubliaient. Maintenant, voilà, on peut aller demander jusqu'au tribunal son DPE si jamais il n'a pas été donné par le propriétaire, avec du coup des DPE qui, d'ici la fin d'année, devront tous avoir été refaits. Donc c'est pour ça que notamment dans le parc social, vous avez des grosses campagnes de remise à niveau des DPE, de mise à jour des DPE, et donc c'est pareil pour le parc privé. Valable 10 ans, plus 15 ans, et puis à savoir que ce DPE il est obligatoire pour tous les cas, c'est-à-dire soit un renouvellement ou une nouvelle mise en location, mais également une tacite reconduction. Voilà. Et enfin, aussi, la loi elle est très coercitive là-dessus, puisque les classes F et G ne peuvent plus se voir augmenter les loyers depuis le 25 août 2022. Donc ça, c'est important aussi en termes d'accompagnement social, que nos collègues travailleurs sociaux aient des infos là-dessus, du DPE et de la classe énergétique du logement, parce que c'est un impact important aussi pour le ménage et son budget. Voilà, normalement j'en ai fini. À partir de là, donc l'idée c'est qu'effectivement, les personnes qui signalent, on leur demande pas que ce soit des travailleurs sociaux, des maires, un voisin, et cetera. On va pas leur demander d'être des professionnels, de l'habitat indigne, mais donc on a mis en place un outil de signalement où tout le monde peut se signaler, donc il s'appelle Histologe. Il est déployé depuis, tu peux aller sur la diapo d'après. Il est déployé depuis, 1er janvier 2023. Donc l'année 2023, on a très peu communiqué dessus, puisqu'on expérimentait un peu cet outil-là entre partenaires, de manière à voir comment on l'intégrait dans nos process. Donc là, depuis, ça s'est bien déroulé, on va dire. Et donc maintenant, voilà, on s'appuie pleinement sur cet outil-là, qui peut être mobilisé par n'importe qui, encore une fois, que ce soit quelqu'un qui veut signaler pour quelqu'un d'autre ou la personne qui souhaiterait se signaler elle-même. Voilà. Donc il suffit de taper dans son moteur de recherche Histologe. C'est une plateforme, ce n'est pas une application. Donc on y a accès avec son ordinateur ou avec son smartphone également. Quand on est en visite, on peut directement faire le signalement. Il y a tout un tas, donc c'est la diapo d'après, d'éléments, d'items en fait à renseigner, notamment si on est la personne, si on signale pour le compte d'eux. Et derrière, à partir de toutes ces infos-là, on pourra orienter vers les bonnes personnes. Voilà. Et donc cet outil-là, il peut à la fois être mobilisé pour tout ce qui concerne des dysfonctionnements dans le logement, des problèmes de mise en conformité éventuels. Comme nous, on l'utilise aussi, on a un dispositif d'accompagnement sur tout ce qui concerne la précarité énergétique et les ménages qui souhaiteraient un peu comprendre les factures d'énergie.
qui s'appelle Soleni et sur lequel aussi on peut demander directement un diagnostic de ce type-là. Voilà, donc tout passe par la plateforme. La plateforme, elle est gérée par la DDT 38, donc la Direction départementale des territoires, l'État, qui va transmettre à tous les partenaires concernés. On a une grille d'affectation, les situations, charge à chacun d'accepter, de gérer les dossiers, d'y mettre les informations nécessaires, etc. Moi, à partir de là, notamment, je fais le lien avec les travailleurs sociaux là-dessus. Donc, sur tout ce qui est non-décence, on n'est pas sur des problématiques qui sont graves au premier abord, donc il y a toute une phase amiable qui est faite, et ça sera rappelé certainement par Hélène, avec l'idée effectivement d'informer le propriétaire en amont pour pas qu'il soit surpris de démarches engagées par le locataire à son encontre, et puis pourquoi pas faire des travaux avant de pouvoir mettre en place les outils coercitifs. Et puis, il y a l'insalubrité, où là, pour le coup, si on dit question d'insalubrité, on se pose un peu moins de questions et on va diligenter des visites. Donc là, ce que je vous explique d'ailleurs, c'est nous, comment on fonctionne. Et c'est vrai que sur les territoires dotés de services d'hygiène, nous, on n'intervient pas. Et par contre, moi, en tout cas, au niveau du département, je suis ces situations-là sur ces périmètres-là pour faire le lien avec le service social. Voilà. Donc, encore une fois, Histologe, c'est disponible pour tout le monde et vous pouvez tout à fait l'utiliser et ça fonctionne et ça réunit tous les acteurs de l'habitat indigne en Isère, que ce soit des acteurs qui travaillent sous l'égide de notre dispositif, comme ceux qui travaillent dans le cadre de services d'hygiène ou autres. Voilà. Donc maintenant, je laisse la parole à Hélène sur la qualification et le traitement des situations. Je suis Hélène Aurel de Solia Isère-Savoie. Je prends juste 2 minutes pour vous représenter Solia. Donc voilà, donc Solia, ça veut dire Solidaire pour l'habitat. C'est une association de loi 1901 qui est issue de la fusion entre la Fédération des pactes et HED, Habitat et Développement. Au niveau local, Solia a été créé en 1953 et a fusionné avec HED en 2015. Régionale en ingénierie sociale, technique et financière et coexistent plusieurs métiers administratifs, techniques, bâtiments, architecture, urbaniste, santé et social. Donc, nous accompagnons les ménages modestes et très modestes au sens de l'ANA pour la rénovation énergétique et l'adaptation de leur logement. Et les collectivités aussi qui mettent en place un programme centré sur l'habitat, sur leur territoire, en vue de mettre en œuvre leur politique de logement. Nous apportons aussi notre expertise historique sur la lutte contre le logement non décent et indigne aux collectivités, communes, communautés de communes et bien sûr le département dont nous sommes l'opérateur dans le cadre du programme d'intérêt général Sortir du mal logement. Et nous travaillons aussi avec d'autres partenaires comme les CAF et la DIL. Nous avons aussi d'autres projets, notamment l'Appart 100% décent, qui est un outil éducatif et pédagogique. Donc, c'est un outil collectif de sensibilisation aux normes de non-décence. Donc, en 2023, donc, sur l'Isère et la Savoie, nous avons accompagné plus de 1000 ménages et une trentaine de collectivités dans les 2 départements. Voilà, donc c'était une présentation succincte et on va revenir à notre sujet qui est l'habitat non décent et indigne. Donc, Marie, tu peux passer au circuit de signalement. Donc, il va apparaître devant vous. Donc, ça, c'est le circuit de signalement au niveau de l'Isère et comité technique du PIC. Moi, je voulais juste qu'on se pose une question avant de démarrer. Qu'est-ce que l'on attend d'un logement pour pouvoir y vivre de manière saine, en fait? Un logement qui est bien dimensionné, bien organisé et bien éclairé. Un logement qui assure une température suffisante. Un logement qui respire. Un logement qui protège des accidents et des situations. Et un logement qui protège les occupants contre le froid, les infiltrations, l'humidité, le bruit. Un logement qui permet aussi l'hygiène des personnes et la propreté des locaux et aussi des abords agréables. C'est tout ça qu'on attend d'un logement pour y vivre de manière saine. C'est quand l'une de ces dimensions n'est pas remplie qu'on nous sollicite pour vérifier s'il n'existe pas un danger pour la santé et la sécurité des personnes. Car au-delà des considérations juridiques, comme le disait Marie, la mauvaise qualité du logement peut avoir un impact sur la santé de l'occupant d'un point de vue physique et mental. Pour ces raisons, lors de nos visites de qualification, nous prenons en compte 2 volets. Le volet technique du logement, nos techniciens vérifient l'état des logements sur place
et les qualifie au regard des normes. Et le volet social. Nous prenons en compte la situation du ménage qui y réside et nous recherchons des solutions pour améliorer leur habitat. Mais notre intervention, elle est différente en fonction du degré de dégradation du logement, et donc en cas de non-décence ou d'insalubrité, et en fonction du statut de l'occupant, car comme l'a dit Stevie et Marie, nous accompagnons les locataires ou les propriétaires occupants. Or, les réglementations sont différentes, les difficultés sociales aussi, ainsi que les aides que nous pouvons solliciter pour résoudre les situations. Alors, donc tout d'abord, nous procédons à l'évaluation de la situation grâce aux éléments qui ont été recueillis dans Histologe par le signalant, qui peut être un tiers accompagnant comme l'ADIL, les travailleurs sociaux du département et des CCAS, les communes avec leur police municipale et d'autres partenaires, ou bien l'occupant lui-même. Ensuite, donc, nous organisons la technique au domicile et nous utilisons des outils d'évaluation, une grille d'insalubrité, la grille de dégradation du logement, les grilles de non-décence, décret habitat et règlement sanitaire départemental. En cas de suspicion d'insalubrité, nous effectuons les visites avec les techniciens sanitaires de l'Agence régionale de santé. Lors de ces visites, nous recueillons les ressentis des occupants sur les désordres rencontrés dans leur logement et les impacts éventuels sur leur santé et leurs conditions de vie au sens large. Nous nous attachons à leur projet de vie dans ce logement, souhaitent-ils y rester ou partir, ainsi que les relations avec leurs propriétaires s'ils sont locataires. Nous nous appuyons aussi sur le regard des professionnels qui les accompagnent. Nos visites font l'objet d'un diagnostic sous la forme d'un compte-rendu accessible aux signalants, aux occupants et aux propriétaires. Il permet de qualifier le logement au regard des différentes réglementations, non décent, insalubre, impropre à l'habitation, etc. Et nous sommes en relation, si nécessaire, avec le service qui accompagne les ménages, mais nous sommes aussi en relation avec les propriétaires pour les aider à comprendre les travaux à réaliser pour permettre, par exemple, une sortie de non-décence. Lors de ces visites, nous pouvons aussi être amenés à interpeller les maires des communes, donc par l'intermédiaire du ping, en cas de danger pour l'occupant, supposé ou constaté sur place dans le cadre de procédures de mise en sécurité, donc c'est les procédures ex-péri en fait. On peut passer à la diapo 2. Voilà. Donc effectivement, donc le courrier occupant de logements indignes, nous pouvons être amenés à mettre en place un accompagnement spécifique qui allie programme de travaux, recherche de financement et dépôt et suivi des demandes de financement. Ces accompagnements au long cours doivent permettre de soutenir le projet de l'occupant pour lui permettre de se maintenir dans son logement avec des conditions de vie satisfaisantes. Voilà notre façon d'intervenir. J'ai été très large et peut-être un peu moins technique, mais je vais vous proposer, si on a le temps, de voir des exemples en fait. Il y a des petits liens, Marie, il faut cliquer, reviens un petit peu avant. Ah oui, parce que là, j'avais un... Ouais, c'est caché. Reviens même avant, si tu le compte rendu plus général de non-décence. Voilà, c'est la diapo d'avance. Voilà, c'est au milieu, la visite de qualification, c'est tu peux là. cliquer dessus. Ok. Voilà, exactement. Voilà. Donc, pareil, donc là, on voulait vous montrer un exemple. Donc, une visite de qualification donc, qui a été réalisée le 15 décembre 2021. Une maison louée qui avait de multiples infractions au décret d'essence. Et donc, après étude des factures de travaux transmises par le propriétaire, la visite de contrôle des travaux le 26 janvier 2023. Donc, juste pour information, quand on fait une qualification de non-décence, on informe le propriétaire. Et ensuite, le propriétaire nous envoie les factures de travaux, alors à nous ou à la CAF si le locataire est allocataire de la CAF. Et après étude des factures, on peut être amené à faire une visite de contrôle des travaux. Donc ça, c'est dans ce cadre-là, c'est un exemple. Donc je peux passer à
Donc, quand on fait notre compte-rendu, l'avant et l'après, là, je vous ai mis que des photos et ça donne des exemples de travaux qui permettent de sortir de la non-décence. Donc là, il y avait une problématique sur la planéité des sols. Donc, il y a eu des reprises de sol à l'étage puisqu'il y avait un risque de chute étant donné les revêtements étaient discontinus. Il y avait aussi un risque de chute dans l'escalier. Donc, il y a eu le propriétaire a effectué des travaux de sécurisation dans l'escalier avec l'installation notamment d'une main courante. Paris, on peut passer. Ce qu'on relève aussi beaucoup dans les infractions au décret d'essence, c'est les menuiseries non étanches à l'air ou à l'eau, ça peut arriver. Et donc là, par exemple, le propriétaire a repris les menuiseries pour qu'elles redeviennent étanches. On a aussi beaucoup de problématiques de ventilation, alors qui se manifestent par des moisissures. Souvent, les occupants nous signalent des moisissures et il peut y avoir un problème de ventilation générale, comme dans ce cas-là. Donc voilà, il peut y avoir aussi, et c'est ce cas-là aussi, des infiltrations par les Velux fenêtres de toit, donc qui ont été reprises, et des problématiques électriques, par exemple dans ce cas-là, avec des prises qui ne fonctionnaient pas. Voilà, donc la mise aux normes des tableaux électriques, voilà, qui sont des infractions qu'on relève qui existent toujours en fait, qu'on relève régulièrement. Et on revient sur les risques de chute. Alors là, c'était une absence de garde-corps aux fenêtres qu'on a pu effectivement que le propriétaire a remis en place. Et on voit sur la deuxième photo, au niveau du risque de chute, c'est un seuil au niveau de la porte. À noter quand même juste que sur les questions électriques, l'avantage de travailler de manière partenariale, c'est que on peut faire plusieurs procédures sur le même logement. Et l'ARS faisant partie du groupe partenarial, au niveau en tout cas du dispositif porté par le département, s'il voit des choses qui lui semblent trop dangereuses, peut prendre un arrêté spécifique sur ces questions-là. Donc c'est l'avantage aussi de travailler à plusieurs sur ces logements qui peuvent relever de plusieurs pathologies, donc de plusieurs réglementations. Et voilà, sur la diapo d'après, on peut voir aussi qu'on note quand il y a des problématiques, des travaux qui pourraient être recommandés pour améliorer le confort de l'occupant, mais qui ne sont pas du décret d'essence. Et dans ce cadre-là, donc, il y avait une présence de nuisibles et donc le propriétaire a effectué une désinsectisation. Il a aussi remplacé donc l'escalier intérieur par un escalier conforme. Donc, au-delà des problématiques de décence, si on relève vraiment des problématiques, enfin des problèmes dans le cadre de l'occupation du logement et l'amélioration du confort, pour l'amélioration du confort de l'occupant, à ce moment-là, on le signale au propriétaire. Donc, voilà, pour une deuxième situation, donc c'était là une situation d'insalubrité pour un ménage qui est donc propriétaire occupant, voilà, avec donc des problématiques au niveau du logement et les travaux qui ont permis de réaliser la sortie d'insalubrité. Donc le logement, il a été visité, on a produit un diagnostic qui permettait de faire un état des lieux du logement et voir les problématiques. Et ensuite, donc, dans le diagnostic, on fait de la préconisation de travaux. Donc là, par exemple, pour la sortie d'insalubrité, on a préconisé une création d'une unité de vie. C'est-à-dire que des fois, on ne peut pas réutiliser l'ensemble de la maison pour y vivre parce qu'elle est trop dégradée. Une fois tout est mis en sécurité, on peut recréer un logement dans des conditions saines à l'intérieur de ces bâtisses. Donc voilà, ça c'est pour la partie travaux. Marie, on peut avancer si tu veux. Et donc ensuite, nous on travaille sur les plans de financement et le dépôt des demandes de financement. Donc là c'est un exemple où on a sollicité donc l'ANA. Donc, à l'heure actuelle, le mode de financement, c'est ma prime logement décent, mais on peut aussi travailler sur les questions énergétiques et d'adaptation en complément. Et dans ce cas-là, donc, le département de l'Isère a apporté une aide pour le plan de financement.
la Fondation Abbé Pierre, voilà, qui a permis de boucler le financement. Donc là, on vous Et montre juste un cas qui fonctionne et sur lequel on a un ménage qui a les capacités de faire les travaux, mais ça fera bien le lien avec ce que va présenter Grégoire, parce on est souvent en difficulté aussi pour faire que ces plans de financement-là, ils fonctionnent. Donc là, c'est un cas un peu d'école, mais c'est pas la majorité des cas, c'est que quelques cas par an, si ce n'est un ou deux, quoi. oui, parce que nous, ce qu'on veille, c'est que le plan de financement soit tenable pour la famille. Voilà. Donc, dans mon service, c'est des conseillères en économie sociale et familiale qui accompagnent ces familles et elles vérifient qu'au niveau social et financier, voilà, les travaux se passent dans de bonnes conditions et que l'après-travaux, la vie dans le nouveau logement se passe dans de très bonnes conditions. Donc voilà, tu peux faire défiler des photos. Voilà, ben, je vous remercie. Eh ben, merci pour ces premières présentations. Donc, vous avez bien compris qu'il y a plusieurs grades, entre guillemets, avec d'un côté l'habitat non décent, qui est différent de ce qu'on appelle l'habitat indigne, qui regroupe donc l'habitat insalubre et la mise en sécurité. Pour insalubrité et mise en sécurité, donc vous l'avez compris, il y a des arrêtés préfectoraux pour le premier et du maire pour le second qui préconisent des travaux et qui obligent normalement le propriétaire à faire des travaux, notamment s'il y a des locataires devant, propriétaire qui doit également prendre à sa charge le relogement du locataire si jamais relogement il devait y avoir. Juste pour préciser, parce que c'est un cas qu'on a rencontré quand on a fait l'étude dont je vous parlais au début, Stevie précisait tout à l'heure qu'en cas d'arrêté, évidemment, le locataire n'est plus dans l'obligation de régler son loyer, mais ça, c'est que en cas d'arrêté pris. On a rencontré des situations où les locataires, pour faire pression sur leurs propriétaires, arrêtent de payer leur loyer sans qu'un arrêté soit pris. Dans ce cas-là, c'est problématique parce que le locataire se place dans une situation d'illégalité pour lui. En tout cas, il n'aura pas le droit avec lui ensuite. Je voulais juste repréciser ça, c'est bien arrêt du paiement du loyer si il y a arrêté qui a été pris. Insalubrité ou C'est là où l'accompagnement social il est intéressant aussi sur ces voilà. situations-là pour rappeler que la séquestration des loyers doit être faite que si il y a bien une institution qui a dit de le faire, enfin, que ce soit du Mm. paiement partiel ou de non-paiement en totalité, quoi. Ouais. Voilà, donc c'était juste une précision et ça nous permet de faire la transition sur justement le volet plus accompagnement des ménages et partenariat pour cet accompagnement. Et donc, je laisse la parole à Jérôme Grand. Oui, bonjour. Donc Jérôme Grand, je suis responsable du service gestion du logement social et de l'hébergement à la métropole de Grenoble. Alors, j'ai pas allumé ma caméra, pardon. Si, je me vois pas. Si c'est bon, C'est bon, on pardon. marche. Moi, j'interviendrai sans présentation. Vous ne ferez que m'entendre. Pour dire que du coup, la métropole, je ne vais pas intervenir sur les enjeux de procédure. Les éléments ont été présentés jusqu'à présent et la métropole peut être mobilisée dans ce cadre-là en lien avec les communes. Et c'est un collègue au sein de la direction qui suit ces dossiers-là, Pascal Ayot, pour ceux qui le connaissent. Moi, l'enjeu de l'intervention, c'est plutôt donc sur les enjeux d'accompagnement liés au logement, voire au relogement des personnes concernées. En étant tout de suite au clair que la métropole, sur ce sujet-là, elle intervient au titre de sa compétence logement. On n'a évidemment pas d'accompagnement de compétences sociales au sens large, donc c'est bien du point de vue du logement et du point de vue de nos orientations sur la politique de l'habitat qu'on est amené à intervenir et où on est évidemment loin d'être les seuls à intervenir sur ces sujets-là, et c'est bien là que je voulais aussi tirer le fil de la présentation. On a des situations sur lesquelles on est amené à intervenir, où on peut être sollicité de différentes manières, qui remontent, qui recouvrent pardon, des situations assez différentes et qui peuvent amener, je pense, la mobilisation de partenaires également différents. Par exemple, les situations d'indignité, d'indécence, d'insalubrité qu'on va retrouver dans un logement. Alors effectivement, souvent plutôt du parc privé, même si la question sociale au regard de l'indécence, elle peut se poser. Mais quand on est sur une situation, on va dire plutôt isolée, un ménage sur un logement concerné, c'est
quand même en premier lieu plutôt le département, ses travailleurs sociaux ou la commune et son CCS qui vont être mobilisés. La commune, ça peut être le service logement et le CCS parce qu'on est dans ces situations-là avec une connaissance quand même assez fine de la problématique un peu spécifique de la personne concernée et des moyens qui peuvent être mobilisés derrière. Alors, je voulais effectivement le préciser, vous l'avez fait, on voit quand même régulièrement aussi des personnes qui se mettent en difficulté en ne payant plus de loyer quand elles considèrent que leur logement est non décent. On a régulièrement des procédures même d'expulsion qui peuvent être engagées face à ces personnes-là. Donc, on se retrouve aussi à avoir des modalités d'accompagnement pour récupérer un peu cette problématique-là. Évidemment, donc ça a été évoqué, mais l'enjeu, c'est bien que le fait de ne plus payer son loyer suite à un arrêté qui soit pris. C'est une vraie difficulté parce on a régulièrement des personnes qui veulent signaler en ne payant plus le loyer après avoir échangé parfois avec leur propriétaire quand le dialogue existe ou pour faire remonter la problématique, mais ça amène plus évidemment de problématiques que de solutions. La différence, on a une différence dans des situations où on va concerner du collectif. J'y reviendrai un peu plus tard sur un exemple, mais on peut avoir régulièrement une montée d'immeubles, un immeuble concerné, plusieurs logements qui sont concernés sur une problématique d'indécence. Et là, on va avoir un enjeu qui se pose de manière assez différente avec un enjeu de coordination qui va être plus important, qui va sortir peut-être de la situation individuelle du ménage, mais qui va du coup concerner un bien immobilier, le lien avec un propriétaire souvent, quand on est plutôt en monopropriété, et où les situations sociales qui vont être forcément très différentes vont amener aussi à avoir besoin d'un regard d'ensemble sur ce qui se passe, parce que pour sortir les logements de cette situation-là, il faut avancer un peu sur les différents ménages en même temps. Donc, quand on en arrive à ces moments-là, les enjeux de coordination sont importants. Et puis, quand on regarde encore plus largement, on peut aussi avoir un regard, un prisme d'entrée qui est plus large. Je pense par exemple à des opérations programmées de l'habitat, les OPA. Je pense par exemple à le travail qui est en cours sur le centre ancien de Visil, où là on va être sur un regard du coup plus large sur les questions d'urbanisme et de remise en état d'un quartier entier et qui peuvent faire remonter là du coup des situations aussi d'indécence, voire d'insalubrité avec des situations qui peuvent être extrêmement différentes entre locataires propriétaires, locataires parc social, locataires parc privé, et qui remontent par ce biais-là et qui ne seraient pas forcément, qui n'auraient pas forcément été identifiés sinon et signalés par Histologe ou par d'autres biais. Dans ce cas de figure-là, souvent, on peut avoir, et en tout cas quand c'est des opérations comme c'est le cas à Visil avec la métropole qui est en pilotage, des prestataires, des partenaires et prestataires qui nous accompagnent sur cette dimension-là. Ce qui me semble important, du coup, c'est vraiment, ça recouvre des situations qui peuvent être extrêmement différentes, du privé, du social, occupant, locataire, diffus ou collectif, et qu'à chaque fois, il va falloir regarder qui est le plus dans l'accompagnement social à apporter au ménage, quels sont les besoins, bien entendu, mais du coup, qui est le plus pertinent, qui apporte le plus d'apport pour faire avancer la situation. Dans un certain nombre de cas, l'accompagnement social classique du département dans sa polyvalence de secteur peut être suffisante. Le lien après au CCS, au service logement, je l'évoquais tout à l'heure, dans des perspectives parfois de mutation et du coup de rechercher un autre logement qui peuvent être adaptés, ça va être le plus efficace. Dans d'autres cas, notamment sur du collectif, on peut avoir des situations sur des immeubles entiers, on peut avoir des situations qui sont tellement dégradées, des pertes de liens,
des ménages avec les services sociaux de manière générale. Et là, il va falloir aller chercher d'autres ressources qui vont pouvoir amener une réelle plus-value. Il y a vraiment cet enjeu-là d'aller chercher, de se poser la question à chaque fois, est-ce que le droit commun, entre guillemets, est suffisant? Est-ce qu'il y a besoin de mobiliser quelqu'un de manière supplémentaire? Il y a vraiment un enjeu de cas par cas, de dentelle à avoir pour que ça apporte un plus dans l'accompagnement du ménage, que ça apporte du lien qui existe peut-être plus, une compétence spécifique liée aux enjeux de logement, ou parfois, quand on rajoute un partenaire dans la boucle, bah, ça va amener plus de la confusion, de la difficulté, y compris pour le ménage accompagné. Donc c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire de se poser un peu au quotidien. Pour illustrer ça, évoquer une situation alors un peu costaud, j'ai envie de dire, mais une situation qu'on a suivie et sur laquelle on avait été amené à assurer une fonction de coordination, voire de suivi social dans certains cas, sur l'hôtel Rochambeau à Grenoble qui a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité. Donc on est sur l'intervention la plus haute, avec une quinzaine de personnes qui étaient locataires de cet hôtel-là, souvent dans l'hôtel depuis longtemps, depuis plusieurs années, voire pour certaines même plusieurs décennies, avec des situations de précarité relativement importantes, voire très importantes. Et un gérant lui-même qui était tout aussi en fait en difficulté au moment où l'arrêté d'insalubrité a été pris. Propriétaire qui était à l'autre bout de la France, personne vieillissante, enfin voilà, toute cette dimension-là. Propriétaire, quand il y a eu l'arrêté d'insalubrité, a voulu mettre en vente son hôtel, et pour éviter le rachat par un marchand de sommeil, ce qu'on voyait venir, la métropole a préempté l'hôtel, et le portage a été assuré par l'établissement public foncier local, donc qui a récupéré les obligations de relogement des ménages liées à l'arrêté d'insalubrité. Dans le partenariat, et pour sortir ce bâtiment de l'insalubrité, c'est la métropole en lien avec le PFL qui a repris la coordination des parcours d'accompagnement, et où là, il avait fallu faire un travail d'aller vers extrêmement important, parce que les personnes étaient souvent tellement loin des services sociaux qu'ils avaient pu fréquenter, mais qu'ils ne fréquentaient plus forcément, avec des problématiques aussi de santé mentale pour un certain nombre de personnes, ou de manque d'autonomie dans les déplacements. Voilà, il y a eu un travail important qui a été fait par le service de présence très régulièrement sur place, de prise de contact, d'aller vers, de frapper à la porte, de revenir, etc. Ce qui a permis de remettre, et là vraiment de regarder situation par situation, quels étaient les partenaires qui pouvaient exister autour de la situation, aller remobiliser certains quand c'était le cas. On a évidemment le SLS, en l'occurrence, c'est le SLS de Grenoble-Ouest, le service personnes âgées du CCAS de Grenoble, des structures de tutelle ou de curatelle pour certaines personnes, le lien avec l'hôpital, parce qu'on avait des situations aussi extrêmement dégradées. Donc, on a été amené à, voilà, à refaire tout ce travail de dentelle-là, à aller chercher un certain nombre de partenaires pour aller chercher derrière, du coup, des possibilités de relogement, là, concrètement, sur l'hôtel Rochambeau. Ce qui nécessite aussi parfois d'aller au-delà, enfin, de se dire les choses entre partenaires, d'aller parfois au-delà de la mission propre de telle ou telle structure, parce qu'on a souvent les zones grises qui fait la demande de logement social, qui peut être amené à faire les démarches supplémentaires, y compris qui va accompagner le déménagement quand il va y avoir un déménagement, avec des affaires qui sont également possiblement très dégradées, des personnes concernées. Bah, tout se joue beaucoup dans les interstices, dans les ouais, dans les articulations, pour que la situation, au bout de course, elle puisse vraiment s'améliorer. La mobilisation après sur l'hôtel Ranchombeau, sur la quinzaine de personnes, des bailleurs sociaux, du SIAO sur des orientations vers du logement accompagné, résidence sociale, pension de famille, la mobilisation des différents contingents de réservataires, des structures plutôt pour personnes âgées. Donc c'est vraiment tout ce travail-là qui a été mené, et de dentelle. Et sur le long cours, parce que j'ai pas refait le point exactement, mais c'est quasiment 2 ans d'accompagnement qui ont permis d'arriver à avoir
en bout de course l'hôtel qui est complètement vidé et qui pourra être après remobilisé dans une transformation, une opération d'acquisition-amélioration qui se transformera en logements sociaux. Euh, Avec du coup sur la quinzaine de personnes, au bout du compte, une expulsion qui n'a pas pu être empêchée. La personne a refusé les travaux d'amélioration de son logement qui aura pu lever l'arrêté d'insalubrité, rupture complète de lien avec la personne et problématique très avérée de santé mentale, mais on n'a pas pu éviter l'expulsion. Euh, et puis pour les autres, des situations qui ont tout abouti sur de l'accès au logement accompagné, et malheureusement aussi des situations extrêmement dégradées au long cours, où on a eu par exemple un décès d'une personne qui a été hospitalisée avec une situation extrêmement fragile, une personne qu'on a perdue de vue aussi malheureusement, qui a quitté le logement et qu'on n'a pas réussi à retrouver malgré le réseau de partenaires qui était mobilisé autour de cette personne-là. Donc ça, c'est l'exemple de l'hôtel Rochambeau, qui est quand même un cas un cas important, insalubrité, une quinzaine de personnes concernées, une préemption par la puissance publique pour sortir de l'insalubrité, mais qui montre du coup le besoin d'aller vraiment faire le point sur chaque situation, d'aller voir qui est autour de la situation, qui il faut remobiliser, qui prend quelle place dans l'accompagnement, et avec des enjeux de coordination de cet accompagnement qui sont très importants, je pense. Eh ben, merci pour cette présentation. Juste du coup, je me permets de rebondir et de préciser que on avait schématisé un peu ce cas, un peu cas d'école de l'hôtel Rochambeau dans l'étude qu'on a faite. Donc, vous pouvez retrouver un peu tout ce qui a été dit à la page 55 précisément de l'étude. Et du coup, je regardais donc effectivement le premier signalement qui a donc fait que la procédure a pu s'engager et tout ce que vous avez raconté ensuite, il date de 2020. Donc, effectivement, ça montre aussi le temps que prennent toutes ces procédures et le temps, ça a été dit, le temps de l'accompagnement qui est en fait un temps long. Et en fait, ben voilà, il faut se laisser le temps pour gérer toutes ces situations qui sont à chaque fois particulières. Et La dernière personne a intégré la pension de famille du coup en juillet 2024, là, juillet voilà, c'est dernier. ça. Bah, nous, on a fait l'étude en 2023, donc on n'avait pas encore le fin mot de l'histoire pour l'ensemble des trajectoires. Mais voilà, donc c'est effectivement un exemple qui me paraît intéressant parce qu'il souligne un peu tous les enjeux qu'on peut retrouver dans l'accompagnement des ménages dans le cas d'un cas d'insalubrité ici. Et merci pour cette présentation. Et ben après avoir fait la partie logement et qualification du logement, puis la partie plutôt accompagnement dans la dentelle des différentes situations et des ménages qui peuvent être en situation de non-décence ou d'insalubrité, on va maintenant passer à la question des financements dont parlait Stevie tout à l'heure, et avec l'originalité du fonds de travaux suspendus qui est porté donc par la SCOP Cabestan à l'origine, qui a un peu évolué, mais je laisse Grégoire vous présenter un peu ce fonds, Travaux suspendus, une initiative locale. Oui, bonjour à toutes et tous. Je vais faire une présentation en 10 minutes. Du coup, l'idée, j'ai pas de présentation avec des slides, mais pour qu'on ait tous en tête cette présentation, il y aura une petite introduction sur c'est quoi les travaux suspendus, pourquoi ce nom, puis une rapide histoire des travaux suspendus, d'où ça vient, enfin la vision qu'on essaye de porter dans notre manière d'agir, et en troisième partie, nos modalités d'action, et puis je conclurai sur un peu les constats qu'on a tirés ces derniers mois de l'activité qu'on mène avec les travaux suspendus. Alors, les travaux suspendus, ça fait référence directement au café suspendu. Alors, je l'explique rapidement. Le café suspendu, c'est une tradition italienne qu'on peut retrouver dans des cafés, notamment associatifs, où le principe, c'est qu'un client, au moment de payer sa consommation, paye un café en plus qui est suspendu, qui est mis de côté pour une personne typiquement sans domicile fixe, par exemple, qui aurait besoin de se réchauffer, de boire un café et qui bénéficierait de ce café payé par un client précédent. L'histoire des travaux suspendus, c'est une histoire d'artisans, d'artisanes, d'entrepreneurs ou entrepreneuses du bâtiment qui se réunissent en coopérative au sein de Cabestan. Cabestan, c'est une coopérative d'activité et d'emploi qui est présente sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes et particulièrement présente en Isère et à Grenoble où il y a le siège, qui ont fait un peu le constat que c'est beaucoup de gens qui veulent mettre du sens dans leur travail et qui travaillent uniquement pour des gens qui peuvent payer, ou en tout cas qui arrivent à aboutir leur projet de travaux. Il y avait cette idée de se dire, mais comment on fait pour le reste, pour les gens avec qui on ne peut pas travailler?
Et c'est un peu comme ça qu'est venue cette idée travaux suspendus, de dire, mais on pourrait proposer à nos clients et même au scope, aux activités entrepreneurs, d'abonder un fonds qui permette de payer une partie des travaux, mais ça, je vais y revenir plus tard, un peu dans cette idée de mettre la solidarité au cœur d'un modèle économique et d'une relation commerciale. Euh, Cette intention, ce projet-là, on ne l'a pas gardé juste dans notre coin. Là, les acteurs qu'il y a aujourd'hui autour de cette table, c'est-à-dire le département, Solia, les compagnons bâtisseurs, et je rajouterai la Fondation Abbé Pierre, là, qui n'est pas représentée aujourd'hui, on allait les voir en essayant de travailler avec eux sur où est-ce qu'il y a des trous dans la raquette, comment on peut être utile. Nous, on ne sait pas faire de l'accompagnement. Par contre, ce qu'on sait faire, c'est probablement mobiliser des ressources privées qui aujourd'hui ne sont pas dédiées aux aides au logement et mobiliser une expertise d'artisans et voire du temps de travail d'artisans. Donc, on a travaillé pendant plusieurs mois avec les acteurs que j'ai cités. Et là, j'en arrive à la vision, donc à la deuxième partie. Notre vision, parce que nous, il y a une intention forte sociale dans le projet au départ, de dire, je vais le dire un peu crûment, mais de dire, nous, ce qu'on veut, c'est sortir des gens qui sont dans des situations inextricables, qui sont dans la merde. Et on est arrivé à s'articuler avec les dispositifs existants là, qui ont été présentés, la LHI, lutte contre l'habitat indigne, mais aussi les modalités d'accompagnement dans la lutte contre la précarité énergétique, de la rénovation énergétique, en prenant un peu le principe que ces deux politiques publiques qui sont menées sont les deux faces d'une même pièce qui regroupe mal logement et précarité énergétique. Nous, notre vision, c'est de pouvoir d'abord agir en complémentarité. Comme je le disais, nous, on n'est pas là pour remplacer les acteurs qui sont présents, mais plutôt pour s'appuyer sur leur expertise. Et on est dans une logique de rendre efficace. On l'a vu, les accompagnements sont des choses qui se font dans le temps long, qui mobilisent beaucoup d'acteurs et qui permettent à la fin de mobiliser souvent des aides publiques. Nous, notre idée, c'est de pouvoir combler en partie les restes à charge restants afin que ces projets qui ont mobilisé beaucoup de temps, de ressources, puissent aboutir. L'autre logique dans notre vision, bah, c'est de pouvoir orienter les dépenses publiques et les rendre plus efficaces. Alors, non seulement par le don, nous, tous nos donateurs, nos donatrices bénéficient d'une déduction fiscale de 66%. Donc, c'est une manière aussi de mettre sur les rails des financements dédiés au mal logement, mais aussi de pouvoir chercher un effet levier. Nous, quand on met 1 euro, 2 euros sur un projet de travaux, bah, on sait qu'on arrive à mobiliser 2, 3, 4, 5 euros d'aide publique et voire d'aide privée, type Fondation Abbé Pierre ou Stop Précarité énergétique. Notre vision, c'est donc celle-là, c'est de pouvoir rendre plus efficace, pouvoir arriver en bout de chaîne et de pouvoir débloquer des projets sur lesquels l'unique blocage restant est le blocage financier. Et puis, on se donne aussi une latitude d'aller sur des projets de travaux, d'aller sur des aides qui peuvent s'intéresser à des postes de travaux qui sont aujourd'hui hors cadre. C'est-à-dire qu'on a des cadres de l'ANA qui sont faits d'une telle façon qu'il persiste des failles, des trous dans la raquette. Et nous, notre objectif, c'est de pouvoir les combler, ces trous dans la raquette, et donc de pouvoir faire aboutir tout ça. Nos modalités d'action, on dira, alors je résume, hein, on a un fonds dans lequel il y a des dons qui arrivent de particuliers qui sont des clients, des clientes d'artisans du bâtiment. On a aussi des coopératives, des entreprises du bâtiment qui abondent ce fonds. Et ce fonds, je terminerai avant d'aller aux modalités d'action, il est aussi alimenté par le temps d'artisans du bâtiment qui sont prêts à donner 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine par an pour agir. Les modalités d'action qu'on a, elles sont doubles. La première, c'est tout simplement un fonds de reste à charge, un peu type Stop Précarité, Stop Exclusion énergétique. L'idée, c'est qu'il peut rester des restes à charge bloquants une fois qu'on a mobilisé les aides de l'ANA, l'épargne du ménage, les prêts à taux zéro, etc. Et on sait que ce n'est pas parce qu'on a 90% d'un projet de travaux qui est financé qu'il y a 90% des travaux qui se font. En réalité, c'est zéro. Donc, ce fonds pour le reste à charge, il est à destination des projets de travaux menés par des propriétaires occupants en précarité dans le cadre de la rénovation énergétique ou de la lutte contre l'habitat ou de la sortie, on va dire, de mal logement. Ils peuvent aussi s'intéresser, comme je disais, à des travaux préalables qui sont hors cadre, qui ne sont pas aidés par les aides. Je pense typiquement, là, pour qu'on l'ait en tête, mais typiquement, dans le cadre de la rénovation énergétique, beaucoup de choses sont aidées, mais la toiture ne peut pas être faite dans ce cadre-là. Or, c'est un poste de travaux qui va être un préalable à la rénovation énergétique. Donc, on se donne la liberté, vu que c'est de l'argent privé,
et qu'on peut aller dans du hors-cadre, aller vers ce genre de choses. Notre dispositif, il n'est pas à destination des ménages directement, il est à destination des accompagnants et des accompagnantes des projets de travaux. Donc, typiquement, Solia, les compagnons bâtisseurs, où on s'articule aussi avec la Fondation Abbé Pierre qui peut être sollicitée pour aider dans le cadre de SOS Study des projets de travaux, et nous, on peut arriver en cofinancement. Ces restes à charge ou ces postes de travaux hors cadre, nous, ce qu'on recherche, c'est d'abord qu'il y ait une cohérence dans les travaux. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on travaille avec Solia qui font un super boulot. Donc, la cohérence, on la présume et puis on la vérifie. À chaque fois, c'est le cas. Euh, on regarde évidemment des notions de revenus fiscaux. Nous, on s'intéresse aux ménages qui sont très modestes dans les cadres de l'ANA. Et puis, ce qu'on cherche, c'est l'effet levier, direct ou indirect, sur la sortie de précarité énergétique. J'insiste sur le terme indirect pour cette question de hors cadre. On peut être amené à aider des projets de travaux qui ne s'intéressent pas de suite à la performance énergétique du bâtiment ou de l'habitat, mais qui permettent de mettre sur le bon chemin. Voilà, on a cette latitude-là. Donc, nous, on a l'ensemble des projets qui… Alors, comment ça fonctionne? Aujourd'hui, on est au tout début, c'est-à-dire que l'ensemble des aides aux travaux sont financées par le don. On lance à peine le dispositif de collecte de dons à l'échelle de Cabestan. Et puis, ce dispositif, on va l'élargir à d'autres CAE, d'autres scopes du bâtiment en Rhône-Alpes, mais aussi en France. Donc, aujourd'hui, on est au tout début. Donc, on n'est pas dans une logique de dispositif ouvert où on envoie à tout le monde dans un dispositif de ciblage. Aujourd'hui, on cible particulièrement en Isère la métropole de Grenoble. Donc, on fait appel régulièrement en disant, bah, nous, dans 3 mois, on peut étudier les dossiers, on peut dédier un financement qui va être autour de 5 000 € la plupart du temps. Ça, c'est le premier. Et donc, on regarde, et ce comité d'attribution, il est constitué à moitié d'artisans et à moitié de professionnels de l'accompagnement, de personnes issues de nos partenaires, de Solia, de la Fondation Abbé Pierre et des compagnons bâtisseurs. Le deuxième dispositif, donc ça, c'est un dispositif qu'on veut amener à massifier au maximum, qui est un peu un dispositif aujourd'hui de dernier recours, parce qu'on a encore des moyens qui sont limités. Et voilà. Le deuxième dispositif, c'est un dispositif qui fait un peu partie de l'histoire. Quand on est allé voir l'ensemble des artisans de Cabestan, on a 70% qui sont prêts à en parler à leurs clients, leur informer du dispositif, mais on a aussi beaucoup qui ont dit, mais nous, on peut agir avec nos compétences de manière bénévole ou volontaire, sans être rémunéré, pour aller sur des chantiers. Ça, c'est notre deuxième dispositif, que sont les chantiers coopératifs. Pour résumer, c'est des chantiers participatifs d'artisans sur lesquels on va régler un certain nombre de problèmes complètement hors cadre ou en complément d'une rénovation énergétique. L'idée, c'est de pas, on n'est pas les maçons du cœur, on n'est pas à l'émission télé de TF1 tous ensemble. Nous, on va cibler les postes de travaux les plus bloquants et en s'assurant qu'il y a une cohérence amont-aval. Donc, amont avec les travaux qui étaient faits avant, et puis aval avec le projet de rénovation énergétique ou de cadre d'intervention publique qui permet de régler la situation de manière définitive. Ces travaux, ces chantiers, on les organise avec les compagnons bâtisseurs, donc Thomas va en parler après, pour des raisons déjà partenariales, un partenaire avec qui on travaille très bien, avec qui on est sûr qu'il nous oriente des personnes qui sont intéressées par l'auto-réhabilitation accompagnée. Et puis, il y a aussi des enjeux assurantiels et juridiques qui fait qu'on co-organise ces chantiers-là. Ces chantiers-là, en moyenne, ils durent de 1 à 2 semaines et ils mobilisent entre 20 et 40 artisans qui se relaient de manière bénévole. J'insiste là-dessus. Et c'est autant d'artisans qui, demain, parlent à leurs clients du dispositif et qui collectent des dons. Donc, on est dans une boucle vertueuse. J'en finirai, parce que là, j'en suis à essayer de tenir le temps. J'ai déjà dépassé 10 minutes. Juste les 2-3 constats. Nous, aujourd'hui, on a du mal à caler un modèle de chantier solidaire, d'auto-réhabilitation accompagnée. On a encore du travail à faire là-dessus. On se rend compte qu'on a beaucoup de projets qui sont hors cadre, des personnes pour qui aujourd'hui les aides ne s'implémentent pas ou pour qui le cadre de la LHI est trop lourd et qui passent par la rénovation énergétique pour pouvoir régler leur situation. Je finirai juste en disant qu'on est encore au tout début de ce projet-là. Ce projet-là, il va évoluer, on va avoir plus de ressources et on ne s'interdit pas à faire évoluer aussi nos manières d'agir et en allant aussi sur d'autres sujets, toujours des sujets hors cadre, typiquement l'habitat précaire ou autre. Voilà, j'en finirai là sur ce dispositif qui est tout nouveau et qui est né à Grenoble. Eh ben, merci pour cette présentation. Je t'annonce déjà que tu auras une question qui a été notée dans le chat, mais qu'on prendra peut-être au moment des échanges. Juste LHI, c'est lutte contre l'habitat indigne pour les personnes qui nous suivent.
Eh ben, on va passer maintenant à la dernière intervention donc de Thomas pour les compagnons bâtisseurs de l'Isère et avec lequel on a plutôt orienté, enfin c'est moi qui ai demandé à ce que ce soit plutôt orienté sur l'autoréhabilitation accompagnée dans le parc social. Donc encore une fois pour des problématiques de non-décence qui sont quand même moindres par rapport à ce qu'on peut voir dans le parc privé et qui restent de la non-décence, en tout cas dans le cadre de ce dispositif-là et pas de l'habitat indigne pour vous refaire les deux grandes notions qu'on a vues. Voilà, mais c'était aussi pour qu'on n'oublie pas le parc social dans les interventions d'aujourd'hui. Et puis là, ça va être surtout de voir comment on peut essayer de remobiliser aussi les ménages qui, comme je le disais, sont un peu, prennent un peu toute cette complexité de leur habitat à leur charge et sur leurs épaules, et donc avec tous les impacts que j'évoquais en introduction. Donc comment on les remobilise à ce moment-là de leur trajectoire de vie. Et donc, je laisse la parole à Thomas. Bonjour toutes et tous, Thomas Pédron-Trouvé. Merci Marie pour ton introduction. Ça permet aussi de répondre à Grégoire. Du coup, on ne va pas parler de notre projet propriétaire occupant ou alors peut-être plus tard sur les questions-réponses, mais bien du projet qu'on a à destination des locataires du parc social et sur effectivement une thématique de petite indécence comme l'a qualifié Marie. Nous, il faut voir que voilà, on travaille main dans la main avec les bailleurs qui soutiennent cette action. Et ça a été dit aussi par Stevie Rédinger tout à l'heure, il y a des travaux qui sont à la charge des locataires sur lesquels on va accompagner les personnes pour qu'elles puissent améliorer, adapter, rafraîchir leur logement, et également dans une dynamique de médiation avec les bailleurs sur d'autres types de travaux qui leur incombent. Et parfois, il y a une porosité entre ces interventions, une zone de flou sur laquelle on est également pertinent. Donc, je vais reprendre le fil un peu de la présentation. On peut peut-être dérouler, passer à la diapo suivante. Un petit mot sur les compagnons bâtisseurs pour commencer et sur notre démarche d'autoréhabilitation accompagnée. Donc, c'est un mouvement national qui est déjà ancien, qui a plus de 60 ans, qui va pratiquement sur ses 70 ans et qui est bien représenté sur le territoire, comme on peut voir, à travers une succession d'associations régionales. Donc, nous, on dépend de la région Rhône-Alpes, où il y a 2 sièges, un à Clermont-Ferrand, un à Lyon, la région étant toujours divisée selon l'ancienne carte territoriale. Donc, on a une action qui porte dans la lutte contre le mal logement, avec 2 objectifs, le développement de la capacité d'agir des habitants et l'amélioration de l'habitat des personnes aux ressources modestes. On peut tourner la diapo. Notre méthodologie, donc l'autoréhabilitation accompagnée, on a 3 mantras. Le faire, qui place l'habitant au cœur de son projet de réhabilitation. Le faire avec, c'est la valorisation de l'autonomie et de la capacité à agir, et le faire ensemble. On organise des chaînes de solidarité avec des interventions parfois de bénévoles ou parfois des retours d'ascenseur entre des personnes qui bénéficient également de nos actions. Il y avait peut-être un mot, voilà, j'insiste quand même sur la dimension, l'encadrement de l'autoréhabilitation accompagnée, qui dispose d'un référentiel technique, d'un agrément d'ingénierie financière sociale et d'une offre de formation qui est organisée par le réseau national. Autant de choses qui permettent vraiment de structurer, d'accompagner cette activité. Et le mouvement national a aussi beaucoup œuvré afin de faire reconnaître le statut, le métier d'animatrice, animateur technique. Donc, vous l'aurez compris, les personnes qui sont en charge d'accompagner ces chantiers. C'est ce qui, sur d'autres projets, nous a permis d'ouvrir des portes, notamment sur le projet propriétaire occupant que nous avons, où là, on va clairement rencontrer des situations d'indécence, d'insalubrité, et bien tout de même de monter des projets d'autoréhabilitation tout en permettant aux personnes de bénéficier des aides publiques, notamment en matière de rénovation énergétique. Donc, il y a eu un gros travail quand même de structuration de cette démarche qui a été réalisée.
à l'échelle nationale. Un petit focus sur notre action en Isère qui est récente. On est installé en Rhône-Alpes depuis 2011, depuis seulement 2022 en Isère. Et notre action se décline en différents volets. On a des ateliers de quartier, c'est là-dessus que je vais développer un peu plus, sur Échirolles et sur Pont-de-Claix. L'action propriétaire occupant que j'ai rapidement évoqué sur l'ensemble du département avec un agrément de l'ANA, mon accompagnateur rénov depuis le début de l'année, et puis d'autres actions complémentaires, un atelier des femmes, initiation au bricolage, découverte, organisé en non-mixité pour essayer de lever les freins supposés ou réels dans cette pratique. Et un volet avec le SLIM du CCAS de lutte contre la précarité énergétique sur Grenoble. Nous sommes 4 salariés. Nous travaillons aussi en collaboration avec l'entreprise à but d'emploi Soléo, qui actuellement nous met à disposition un salarié qui participe aussi sur nos chantiers, nos actions. Une entreprise à but d'emploi, c'est une émanation des territoires zéro chômeur de longue durée, voilà, qui permettent à des personnes en demande d'emploi depuis un certain temps d'avoir un retour dans l'emploi. On a 3 bénévoles, je cite uniquement ceux qui sont particulièrement impliqués dans le projet et nous ouvrons un poste en service civique cette année. Depuis 2022, donc, on a pu accompagner uniquement sur le projet Atelier de quartier Échirolles, puisque le projet Pont-de-Claix est encore en cours de développement. Donc 68 ménages, ça représente environ 250 personnes, tous occupants confondus. Et nous travaillons avec une vingtaine de partenaires techniques et financiers sur ces actions. Et puis j'annonce un temps fort, si vous voulez venir à notre rencontre, le mercredi 16 octobre, nous ferons la fête de l'atelier de quartier d'Échirolles. Donc le focus maintenant sur notre projet à destination des locataires. Un atelier de quartier se compose de 4 briques. Bon, ici on en voit 5, j'expliquerai pourquoi. Ce sont des briques qui sont complémentaires, qui fonctionnent les unes avec les autres. On a ce qu'on appelle la base logistique qui est aussi ouverte aux habitants des quartiers où nous intervenons sous la forme d'une bricothèque. Donc, c'est un lieu ressources au sein duquel les personnes peuvent venir prendre des conseils de bricolage, emprunter des outils, dispose également d'un lieu pour faire de petites réalisations. On a un volet animation collective, aussi bien des ateliers d'initiation, de découverte du bricolage sur l'espace public ou dans nos locaux. Dans ces animations collectives, on compte aussi des formations à destination, eh bien, soit des salariés Soléo qui travaillent avec nous ou bien de nos bénévoles. Et on organise aussi des temps de convivialité et de découverte de nos activités. Concernant notre action d'accompagnement à proprement parler, notamment de chantier, eh bien, ce sont des chantiers qui se déroulent au domicile des locataires pour les aider à rafraîchir, à améliorer ou embellir. En général, on va jusqu'à réaliser avec eux les travaux sur une pièce, puisqu'on n'excède jamais 5 jours d'accompagnement. Donc, ça ne permet pas de refaire tout un appartement, mais vous l'avez compris, notre démarche, c'est vraiment d'accompagner, de transférer des compétences et aussi de permettre aux personnes de trouver les ressources à travers la bricothèque où les locataires pourront revenir emprunter des matériaux, des outils si elles le souhaitent, pouvoir poursuivre la rénovation de leur logement. On finance aussi jusqu'à 500 € le coût des matériaux avec un reste à charge. Enfin, on finance à 90% dans la limite de 500 €, ce qui veut dire que les locataires ont pour reste à charge 10% du coût de leurs matériaux. Tant entendu que dans ce coût, il peut y avoir des matériaux achetés en prévision de la fin des travaux qu'ils feront par eux-mêmes une fois qu'on aura transmis les gestes techniques qui leur permettront de réaliser leurs travaux.
On a aussi un volet dépannage pédagogique. Alors là, ce sont des très courtes interventions, moins d'une demi-journée, mais qui peuvent avoir un caractère d'urgence, urgence relative. Ça peut être des remplacements de prises électriques défectueuses, de la plomberie, réparation de fuites, réparation de poignées de porte. Les chantiers accompagnés, on est obligé de les planifier sur un temps plus long parce qu'on a quand même pas mal de demandes. Donc, ça peut demander entre la visite à domicile, le lancement du chantier jusqu'à 6 mois, un dépannage pédagogique. On le priorise afin de donner satisfaction au ménage le plus rapidement possible. Et sur Pont-de-Clé, le projet étant en développement, toujours en développement, on a disons quelque chose d'un peu hybride entre les chantiers accompagnés et les dépannages pédagogiques. On intervient de 1 à 3 jours, ce qui permet de faire des réparations, mais aussi éventuellement d'engager un peu de travaux de peinture ou d'autres natures. On peut tourner peut-être la diapo. Merci. Donc comment ça se déroule un chantier accompagné? Typiquement, on va identifier le ménage. Sur Échirol, ça a beaucoup fonctionné jusqu'à présent à travers le bouche à oreille. Parfois, c'est une orientation via les bailleurs. On commence toujours par une visite à domicile qui permet de comprendre la situation, de déterminer les souhaits des habitants. On fait valider quand même l'accompagnement en comité technique de suivi, donc avec les bailleurs, avec les autres partenaires du projet. Une fois le chantier planifié, on va sur les périodes que je vous indiquais, donc 4 à 5 jours, accompagner ce chantier. Et l'accompagnement se conclura par une visite de fin de chantier. Je ne l'ai pas mentionné plus tôt, on ne s'arrête pas uniquement à la dimension d'autoréhabilitation accompagnée. Parfois, on rencontre des personnes qui, parce que personnes âgées, personnes en situation de handicap ne vont pas effectivement pouvoir prendre en charge une partie de leurs travaux. Dans ce cas-là, on est plus dans une démarche de chantier solidaire qu'on accompagne également. Et finalement, ce qu'on constate, c'est que on ne va pas évidemment attendre le même accompagnement, mais néanmoins, les personnes s'impliquent toujours, au moins un petit peu. En tout cas, elles sont présentes et elles s'impliquent généralement à la mesure de leurs possibilités dans leurs travaux. Donc, je l'ai dit en introduction, on s'arrête bien aux travaux d'intérêt locatif, ceux qui sont précisément à la charge des locataires. Parallèlement, on peut organiser une médiation avec les bailleurs quand on a notamment des problématiques, ça peut arriver d'humidité, où il faut revoir la ventilation. Ça peut être différents sujets dans ces zones un petit peu poreuses. Par exemple, des prises électriques qui seraient défectueuses, si elles sont constatées, je crois que c'est moins de 3 mois après l'entrée dans le logement du locataire, alors elles sont à la charge du propriétaire, du bailleur. Et dans le cas contraire, on peut intervenir aussi euh, sous la forme d'un dépannage pédagogique ou d'un chantier. Ça, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Voilà un exemple de chantier avant, après. Là, c'était une situation d'une dame en situation de précarité. On a fait un peu plus qu'une pièce dans ce cadre précis, une rénovation de la salle de bain, du couloir et d'une chambre. Et avec une partie médiation avec AIH pour les sols, puisque c'était dans le cadre d'un programme de fidélisation du bailleur. Il y avait la possibilité de, de faire pour le coup ce poste de travaux supplémentaires. Voilà, si j'ai encore un peu de temps, je trouvais intéressant de montrer ça. C'est une étude d'impact qui a été commandée par le mouvement national, donc pas spécifique hein, à, à l'Isère, mais avec quelques chiffres qui sont intéressants. Euh, on a un taux de satisfaction de 89%, en tout cas sur la dimension, est-ce que ça a amélioré le bien-être dans le logement?
82% qui considèrent, donc des locataires qui considèrent que leur expérience avec les compagnons bâtisseurs les a aidés à réaliser, qui sont capables de réaliser des travaux plus conséquents que ce qu'ils pensaient. Donc, en ce sens, on essaie de lever un frein, c'est-à-dire les locataires ont un entretien locatif à réaliser. Il y a une dimension économique, hein, le coût des matériaux. Il y a aussi une dimension sociale. Est-ce que je me sens capable de m'engager là-dedans quand je n'ai pas les moyens de faire appel à un prestataire? Donc, c'est ça qu'on essaie d'accompagner. 45% qui se déclarent avoir rencontré certains de leurs voisins grâce aux compagnons bâtisseurs. Donc, il y a une action quelque part sur la cohésion du territoire. Et 75% qui estiment que les compagnons bâtisseurs ont joué un rôle dans leur participation à des activités de leur quartier, de leur ville, puisque je le disais tout à l'heure, entre ces différentes briques de l'atelier de quartier, on invite évidemment toutes les personnes avec lesquelles on a travaillé à prendre part au fonctionnement, à la vie de l'association, en fréquentant la bricothèque ou en participant également aux ateliers de quartier. Donc, voilà, je montrerai là quelques supports de communication qu'on a actualisés récemment, que vous pourrez peut-être identifier dans différents lieux. C'était juste pour que vous puissiez avoir un aperçu de nos différentes actions. Et puis sur la diapo suivante, vous trouverez mes coordonnées. Voilà, si vous avez besoin de me contacter, et je pourrais développer un peu plus. Eh ben, merci beaucoup Thomas. Donc, comme je le disais, c'était effectivement une ouverture un peu sur le sujet qu'on abordait aujourd'hui et plus pour voir comment remobiliser un peu les ménages. Ce que je voulais redire aussi peut-être, c'est que c'est ce qu'on souligne un peu dans l'étude. Donc, effectivement, l'habitat indigne et non décent existe aussi dans le parc public. Parfois, il est un peu minimisé. Parce que je pense qu'en volume, il est moins important. Et comme je le disais, en intensité, si on peut parler d'intensité, il est aussi probablement moins important que dans le parc privé. Mais ce genre de travaux, ça permet aussi peut-être aux ménages d'attendre. Parce que ce qu'on a vu aussi, c'est que souvent, les îlots concernés par de la non-décence ou de la salubrité sont en fait connus par les bailleurs. Simplement, le temps que les travaux se fassent, c'est un temps long qui ne correspond pas toujours à l'urgence de la situation telle qu'elle est vécue par les ménages aussi dans leur logement. Alors là, on n'était pas du tout sur cette thématique-là. Voilà, qu'on soit bien d'accord là-dessus. On était vraiment sur la mission et l'activité que vient de présenter Thomas sur ce que j'ai appelé moi de la petite non-décence. C'était peut-être pas le terme le plus adapté, puisqu'effectivement, comme le rappelle Cécile Martinet-Perinetti dans le chat, la non-décence, c'est à la charge du bailleur. Et les réparations locatives, et ça Thomas l'a bien redit, pour le coup sont à la charge du locataire. Il faut bien distinguer les deux. C'était peut-être un vocabulaire un peu malheureux de ma part de parler de petite non-décence, mais voilà, je préférais le repréciser. Ce qui me permet aussi de dire, pour synthétiser un peu toutes les interventions qu'on vient d'avoir avant de passer aux échanges, ce qui me paraît important et intéressant à retenir aujourd'hui, c'est peut-être, on l'a déjà dit, le fait que l'habitat non décent et l'habitat indigne touchent à la fois propriétaires occupants et locataires. Parfois, on a peut-être tendance à oublier un petit peu le cas des propriétaires occupants, mais ça les touche aussi eux. Ça touche à la fois le parc privé et le parc public. On l'a vu, les acteurs sont nombreux, notamment en Isère, avec des acteurs collectivités territoriales ou État, et puis les associations qui viennent aussi un peu essayer de combler, entre guillemets, les vides laissés, notamment, je pense, au financement, comme l'a présenté notamment Grégoire. Et puis enfin, je voulais bien réinsister sur l'outil principal. Donc, si vous êtes en situation de logement non décent ou d'habitat indigne, ou si vous accompagnez des personnes pour qui vous pressentez une situation de non-décence ou d'habitat indigne, il y a effectivement en Isère l'outil Histologe. Donc, c'est Stevie qui en a parlé. Donc, saisissez-vous des outils qui existent, j'ai envie de dire, si vous avez besoin de signaler des situations. Par ailleurs, il y a d'autres acteurs qu'on n'a pas entendus aujourd'hui, mais qui existent et qui interviennent régulièrement sur ces thématiques de non-décence et d'habitat indigne, notamment la CAF et la DIL. Et justement, si vous avez des questions plus juridiques, n'hésitez pas à vous tourner vers la DIL pour toutes ces questions-là, qui est un interlocuteur privilégié. Ça, c'était un peu pour vous faire la synthèse de ce que j'ai retenu moi de tout ce qui a pu être présenté aujourd'hui.
Si vous voulez, on peut passer au moment des échanges. Donc, comme je le disais en introduction, mais peut-être que des gens se sont connectés entre-temps, vous pouvez, soit si vous avez des questions, les poser directement dans le chat, donc dans la partie QR en bas de votre écran à l'écrit, et on redispatche les questions en fonction de à qui elles s'adressent. Ou alors, vous pouvez virtuellement lever la main. Et dans ce cas-là, je vous active l'option pour que vous puissiez activer votre micro pour poser votre question à l'oral. Mais en tout cas, je déclare ouverte la session questions et échanges. Alors, je vais peut-être reprendre. Il y avait une question intéressante de Nadine Savio qui avait été posée au début sur Histologue. Justement, la réponse a été apportée par Stevie, mais ça peut peut-être intéresser largement. Donc, si vous ne l'aviez pas vu, Nadine demandait si l'accord du locataire était toujours un prérequis pour le signalement sur Histologue. Si jamais le signalement est fait par un tiers, donc pas directement par le locataire en situation de non-décence ou d'habitat indigne. Et donc, effectivement, Stevie a répondu qu'on ne peut pas intervenir sans l'accord du locataire. Donc, préalablement au signalement, même sur Histologue, il vous faut l'accord du locataire. Sur le fonds présenté par Grégoire, c'était le ciblage, c'est vraiment les propriétaires occupants. Grégoire, tu m'arrêtes si j'ai répondu à côté, mais a priori, c'était le cas. Et donc, on a une question qui vient d'être posée pour les compagnons bâtisseurs, donc pour Thomas. Est-ce que vous pouvez préciser les territoires sur lesquels vous intervenez et les bailleurs publics partenaires? Bonne question. Oui, oui, absolument. Donc, nos ateliers de quartier, actuellement, ils sont sur Échirolles-Ouest. Donc, on est implanté vraiment entre les quartiers Luire et Viscose, qui sont deux QPV de cette commune, et sur Pont-de-Clé, quartier Olympiade, Île-de-Mars. Les bailleurs dans les deux cas sont AIH et SDH. Pour le projet à destination des locataires, Ouais. et surtout plaisir pour le projet à destination des propriétaires occupants. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent? Encore une fois, si vous le souhaitez, vous pouvez vous signaler en levant la main pour que je vous ouvre le micro. Ou sinon, vous pouvez poser votre question directement dans le chat. Je ne sais pas s'il y a besoin peut-être de repréciser les notions, les définitions. Je sais que c'est un sujet qui peut être un peu technique, mais fort intéressant quand on met le nez dedans. Non, pas de questions. Ah, si, une question. Ah, alors, jour, Ladil. Tuc, tuc, tuc. Normalement, Cécile, le micro. Voilà, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, Alors moi, c'est pas une question, c'est une alerte. Parce que donc là, on vous a dit qu'il existait des dispositifs pour se signaler, donc notamment Histologe. Alors déjà, il ne faudrait pas que vous fassiez le lien direct en disant c'est parce que vous êtes signalé sur Histologe que vous allez avoir une visite. C'est loin d'être aussi direct que ça. Par exemple, sur le parc public, vous n'aurez pas de visite. C'est bien tout le problème de l'intervention sur le parc public parce qu'on n'a pas de visite de qualification. Et même dans le PIG, voilà, les visites ne sont pas systématiques. Donc, il ne faudrait pas laisser croire ça. Mais l'alerte surtout, c'est que donc aujourd'hui, on a différents vecteurs de signalement et de dispositifs, et que tout ça risque d'être un peu rebalayé au 1er janvier 2025, puisqu'au 1er janvier 2025 se met en place ce qu'on appelle le service public de la rénovation de l'habitat. Et derrière ce nom habitat, ça inclut tout. Ça inclut la rénovation énergétique, ça inclut l'adaptation, ça inclut le mal logement. Et qu'au jour d'aujourd'hui, moi, les derniers échos, c'est que rien n'est encore figé dans le département de l'Isère. Mais aujourd'hui, ce vers quoi on s'oriente, c'est quand même pas de mettre des spécialistes du mal logement derrière le service public de la rénovation de l'habitat. Sauf si les choses arrivent à bouger, ce que j'essaye de faire. Et donc, la difficulté, c'est qu'on risque d'avoir un endroit où les gens vont se plaindre, mais du coup, derrière, ils n'auront pas une réponse de personnes initiées à la problématique du mal logement, et on risque d'avoir peut-être une perte en ligne. Il y a des départements où les choses sont déjà très organisées et où effectivement, le service public de la rénovation de l'habitat est très bien organisé par rapport à ceux qui va relever d'adaptation, ceux qui va relever du mal logement, ceux qui va relever de la précarité énergétique. Aujourd'hui, c'est encore très flou dans notre département, et pour moi, c'est une alerte qui est importante. eh ben, merci pour cette alerte qui, j'espère. Juste pour rassurer, nous, le marché que l'on a avec Solia, il est actif sur 2025 également.
Donc en tout cas, sur l'organisation qui est faite sur le département, il n'y a pas de raison que ça change. Nous, il y a la volonté au niveau technique de renouveler ce marché-là. Sur la question du service public, de la rénovation, etc., nous, on a mis de côté la question de l'habitat indigne, parce que ça reste un micro-sujet sur les grandes questions qui sont traitées par ce service public. Donc, volontairement, en tout cas au niveau du département, n'a pas été évoqué cette thématique-là. Donc, l'idée, ça serait finalement de garder notre marché un peu à part, en tout cas techniquement. Donc, pour l'instant, c'est à part en 2025. On verra sur les années à venir. Je vois pas le département se retirer sur ces questions-là parce qu'on a fait un gros travail depuis 6-7 ans avec les travailleurs sociaux pour qu'ils se saisissent bien de ces outils-là, qui signalent, etc. Et d'où le fait qu'on a une inflation du nombre de signalements depuis quelques années. C'est lié à ce gros boulot-là d'acculturation, ce qu'on a fait ici, hein. On le fait moi, je le fais avec les travailleurs sociaux assez régulièrement. Et voilà, l'idée, c'est qu'effectivement, oui, il y a un gros bouleversement sur la question des rénovations de l'habitat, mais que on puisse mettre de côté un peu la question de l'habitat indigne voilà, qui fait l'objet d'une organisation et d'un traitement par des acteurs qui ont l'habitude de travailler ensemble depuis une bonne trentaine d'années, en Isère en tout cas, et sur lequel, voilà, il faudrait pas que, comme le disait Cécile, les nouvelles organisations nous bousculent trop. Donc voilà, pour l'instant, en tout cas, au niveau du département de l'Isère, le choix, c'est de l'avoir mis de côté pour pas qu'il soit touché par ces évolutions réglementaires. Et moi, je me demandais sur Ma Histologe. crainte, ma crainte, c'est qu'il va y avoir une grande campagne nationale sur la mise en place du service public de la rénovation de l'habitat qui englobe cette thématique-là. Donc, il faut quand même qu'on soit réactif par rapport à ça. Tout à fait. Juste, moi, j'avais peut-être une interrogation sur Histologe. En tout cas, il me semble que quand même les signalements pour le parc public peuvent être faits. Et dans ce cas-là, Tout je à crois fait. que c'est la DDT qui prend directement contact avec le bailleur concerné en fonction Donc, c'est justement de C'est l'intention. comme c'est ça que plus. ça marche. C'est-à-dire que si on est sur au vu de ce qui a été coché sur Histologe, l'administrateur d'Histologe pense qu'on est plus sur un problème de non-décence, le dossier est renvoyé à la DIL. Et c'est bien toute la difficulté, ce que j'ai émis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on travaille sur de la phase amiable, mais on travaille sur des déclarations du locataire, on n'a pas de visite de qualification. Donc, à part si vous êtes sur un service, une des 5 communes où il y a un service communal d'hygiène et de santé, peut se permettre de demander au SCHS, après libre à lui de le faire ou de ne pas faire. Et là, on voit bien qu'on a des politiques qui sont différentes d'un endroit à l'autre. Il fait une visite de qualification. Et là, on travaille sur quelque chose qui est sûr, comme dans le cadre du PIC, quand on demande la visite, on travaille sur quelque chose qui est sûr. Quand on n'a pas de visite, on ne travaille pas sur quelque chose qui est sûr. Donc, on met en place toute la phase amiable. Alors, quelquefois, on a la chance de pouvoir avoir quand même une visite parce qu'on est dans le cadre du SNIM ou parce qu'on peut solliciter un autre biais Solénie ou des choses comme ça, où du coup, on arrive à avoir une visite, un état neutre de la situation. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'opérateur qui vient et qui qualifie le logement. Et Mm. donc, une fois qu'on a épuisé toutes les voies de recours, c'est à ce moment-là que nous, on rebascule à la DDT en disant, bon, on a tiré tous les fils qu'on pouvait tirer à l'amiable. Et donc, la DDT fait officiellement un courrier au bailleur pour avoir une réponse officielle du bailleur. Ok, mais Mais alors, poser aussi la question pour revenir sur la question de quelqu'un qui portait sur une situation particulière, donc de Véronique Mazin, qui disait, suite à un forum samedi, une locataire d'équilibré à Grenoble se retrouve avec des champignons dans ses toilettes. D'autres locataires ont aussi des problèmes d'infiltration et de moisissure sur plafond et murs. La CDC Habitat n'intervient pas, aucune communication, que faire? Donc, est-ce que quand même, dans ce cas-là, oui, ça peut être signalé sur Histologe et après, ça... il, il faut le faire, d'autant que ce qui est intéressant, c'est que c'est l'État qui gère le dispositif. Donc, il voit affluer les signalements. Avant, on filtrait beaucoup. La DIL filtrait beaucoup, puisqu'on gardait l'information au niveau de notre système d'information. Maintenant, le système d'information, il est partagé. Donc, l'avantage, c'est qu'au moins, on donne à voir au service de l'État de l'ampleur du phénomène, en tout cas des plaintes qui peuvent remonter, qu'il soient des plaintes avérées ou en tout cas ou des plaintes qui ne nécessitent pas plus d'intervention que ça. Par rapport au travail de la DIL, qui est effectivement de la phase amiable qu'ils font aussi sur parc privé et qui est nécessaire. Nous, en parallèle, au niveau du département de l'Isère, je travaille avec mon collègue qui gère les financements à la rénovation des logements sociaux, donc on attribue aux bailleurs sociaux pour qu'ils rénovent les logements. On a une grande vigilance, notamment sur les signalements groupés sur un parc, enfin un groupe particulier. Et à partir de ce moment-là, moi, je l'alerte là-dessus pour avoir des éléments et on peut faire le lien aussi en direct avec le responsable du bailleur, le responsable patrimoine. Parce que généralement, c'est toujours pareil, hein, entre la partie gestion du bailleur et la partie patrimoine, il n'y a pas une grande communication.
il y a un défaut de communication parfois et de connaissances. Et donc, du coup, nous, on est en lien avec les services du patrimoine aussi, ce qui permet d'avoir des éléments, notamment en termes de visibilité sur la stratégie patrimoniale du bailleur sur le groupe en question, s'il y a une rénovation qui va être faite ou pas, si la situation est connue ou pas. Voilà. Ce qu'on s'aperçoit aussi souvent sur ces situations-là, c'est qu'on a une plainte du locataire qui arrive via Histologe, mais plainte qui n'a pas été transmise au bailleur non plus. Voilà. Donc, des fois, ça permet un peu de refaire ce travail-là pour un peu réalerter tout le monde. Ok, merci. Alors, on n'a pas d'autres questions a priori dans le chat. Juste Véronique Mazin qui précise que le problème est connu par le bailleur. Et ben, à faire remonter, puis nous, comme ça, dès lors qu'on aura l'adresse, on pourra regarder et voir au vu des photos s'il y a nécessité que nous, en tout cas, nous, département de l'Isère, on puisse prendre attache auprès du bailleur s'il y a des problèmes liés au bâti. Voilà. Ok. Donc, voilà pour la réponse, Véronique. J'espère que ça vous convient. Donc, a priori, pas de demande de... La police du maire, hein. Vas-y, Oui, Cécile. en plus, oui, tout à fait. Mais d'où le fait de, moi, j'avais répondu sur la situation de renvoyer vers la DIL ou une fédération de défense de locataires en parallèle, aussi pour que déjà tout ce travail soit fait et le courrier soit envoyé via la DIL, quoi. De toute façon, comme je le disais tout à l'heure, quand même, pour toute question de cet ordre-là, la DIL me semble être l'interlocuteur privilégié. Au moins, voilà. Vous serez entre de bonnes mains avec les bonnes réponses et les bonnes actions à faire en fonction de votre situation. Je vois pas d'autres questions dans le chat et je vois pas non plus de demande de prise de parole. Donc, je pense qu'on peut considérer que les questions qui étaient à poser l'ont été. Et puis, ça tombe bien parce qu'il est 2h moins 5. Donc, on est pile poil dans les temps pour clore ces 12-14, qui j'espère étaient assez clairs malgré le fait que c'est quand même des questions très techniques. Mais au moins, ça vous a donné, je pense, une vision un peu panoramique des enjeux qui se posent quand on parle d'habitat non décent et d'habitat indigne. Et puis aussi une vision voilà, qu'on aurait pu espérer plus large, mais en tout cas, quelques acteurs principaux dans les intervenants qui étaient avec nous aujourd'hui. Donc, merci d'avoir suivi et puis rendez-vous le 8 octobre pour le prochain 12-14 qui portera sur le DALO. En tout cas, merci beaucoup et bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci.